Aujourd'hui, on accueille une nouvelle personne, bien sûr, sur l'émission. Bon, on n'accueille pas des choses, vous le savez déjà, on accueille des personnes au parcours inspirant. Et aujourd'hui, on va accueillir quelqu'un qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui qui fait de l'architecture, qui est en école d'architecture. Son parcours est assez singulier parce que c'est quelqu'un qui a fait aussi une année sabbatique pendant son parcours parce que elle n'avait pas d'objectif clair de ce qu'elle voulait faire. Mais cette année sabbatique lui a permis en fait d'avoir la bonne vision, la bonne direction à prendre. Donc je vous invite à rester pour découvrir ce parcours. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Eureka Talents. Donc aujourd'hui on va accueillir Daisy qui nous rejoint pour cet épisode encore. Donc bonjour Daisy. Bonjour. Alors comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va, merci. On est contente, très heureuse de t'accueillir encore sur le plateau. Je sais plus, ça fait combien de personnes qui passent, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir en fait. Avec plaisir. Donc je vais t'expliquer un peu le concept. On a 4 rubriques. Donc la première rubrique c'est qui est Daisy, donc tu vas te présenter. Et la seconde rubrique c'est quel est ton parcours, donc ce que tu as fait et tout ça. C'est là où tu vas nous présenter justement ton parcours. La troisième rubrique, je dirais enfin la dernière rubrique en fait qui concerne cette interview même, c'est la rubrique Mon métier au quotidien où tu parleras de ton métier en fait. Okay. Donc pour l'instant je dévoile pas ton métier mais tu nous diras plus dans la vidéo. Et enfin on a une rubrique exceptionnelle qu'on appelle la rubrique jeu. Okay. Et ça c'est vraiment en fonction de chaque invité. L'invité de la dernière fois a dû cuisiner. Okay. Vraiment, parce qu'il était chef cuisinier, donc il a fait un fondant au chocolat. Donc tu verras en fait ce que toi tu feras. D'accord. C'est une surprise, t'es pas trop stressée? Non, ça me va. J'aime bien les surprises. Ben parfait alors. Donc Daisy, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Daisy Deria. Donc je suis d'origine wallisienne, c'est en Polynésie, ça se situe en Océanie. Okay. Et aujourd'hui j'ai 24 ans et je suis actuellement étudiante en école d'architecture. Ok, ben, c'est très clair comme présentation. Donc tu as quitté la Nouvelle-Calédonie pour venir en France en fait. Exactement. Donc est-ce que tu n'as pas eu un grand changement justement dans la manière de vivre, la manière de faire les choses et tout? Si, il y a un très gros changement entre l'Océanie et même l'esprit îlien et l'esprit plutôt métropolitain où on n'a pas la même dimension de population et aussi au niveau de la mentalité, on est plutôt occidental, je trouve, en France. Et même si on est français en Nouvelle-Calédonie, on a vraiment une mentalité propre à nous, mais qui reste, voilà, on parle quand même français, on est français. Et oui, il y a une grosse différence de culture aussi. Et ouais, c'est un sacré changement, mais c'est enrichissant. Ouais, mais l'intégration n'a pas été difficile du coup? Au départ, ça l'était puisque dans l'île, en Nouvelle-Calédonie, d'où je viens, on est vraiment plus dans le partage. On a des valeurs plus familiales. C'est plutôt très chaleureux. Tandis qu'en France, j'ai remarqué qu'il y avait un peu moins de solidarité. Malgré tout, je l'ai retrouvé quand même. Mais c'est vrai que c'est ça qui a été difficile pour moi. Dans un premier temps, c'était un peu cet esprit d'individualité. Et au fil des années, je me suis fait et ça m'a même au contraire beaucoup appris à être autonome. Ok, ouais. C'est très intéressant déjà en fait le fait de se dire que finalement de la différence de culture, on arrive en fait à en tirer quelque chose, on arrive à apprendre les choses et puis avancer, ne pas juste se focaliser juste le fait que c'est différent et puis voilà, donc c'est pas ma culture, je l'embrasse pas et tout. Mais le fait que tu te sois intégré, ça montre aussi quand même une capacité d'adaptation. Oui, je pense que oui, comme tu le dis. Ouais, c'est ça. Ok, donc on va passer à la seconde rubrique en fait. Est-ce que tu peux présenter les grandes étapes de ton parcours? Alors, je viens d'un bac STD2A. Okay. Donc c'est un bac qui est en lien avec l'art appliqué, le design. Ensuite, après ce bac, alors c'est en Nouvelle-Calédonie que je l'ai passé. Ensuite, je suis directement venue en France pour faire une classe préparatoire aux grandes écoles, ce qui m'a menée ensuite à continuer, à arrêter et à aller dans le monde du travail, tout en faisant une formation à côté dans la décoration d'intérieur. D'accord. Et jusqu'à venir aujourd'hui décoratrice,
à être en école d'architecture, pardon. En école d'architecture, ok. Et sinon, pourquoi tu as décidé en fait de faire ce bac? Alors, à l'époque, il y avait seulement le bac S, le bac L et ES. Et je pensais au début que c'était seulement le bac L qui me rapprocherait le plus de tout ce qui est l'aspect artistique, puisque ça m'attirait beaucoup, jusqu'au jour où la promotion, enfin la formation a commencé en Nouvelle-Calédonie et ça m'a beaucoup attirée. J'ai voulu faire partie de ces premières promotions qui ont débuté. Et j'ai été acceptée et de là j'ai découvert ce que ça offrait et c'est vrai que c'était vraiment en lien avec l'art, avec le design et des projets en lien toujours dans ce même domaine. Ok, donc tu avais des appétences aussi pour l'art et tout ça avant. Plutôt une passion, je dirais, Une parce passion, que ok. même si je savais dessiner, entre autres, beaucoup ne savaient pas dessiner pour autant. C'est tant le fait d'être passionné qui m'a attirée à ça. Ok, ok, je comprends. Donc la passion t'a mené vers ce bac et après, de fil en aiguille, tu es allé en classe préparatoire. C'est ça. C'était quoi? Art et Art appliqué art appliqué. et design. Et design, ok. Art et design, donc C'est ça. à l'ENS, c'est ça? Alors oui, c'était une classe préparatoire aux grandes écoles qui durait 2 ans. Et ça nous conduisait donc à l'ENS Cachan. C'est une grande école qui avec vraiment très peu de place dans 7 places sur toute la France. Et l'objectif en fait était de former des futurs enseignants, des futurs haut placés, des personnes qui vraiment allaient avoir une place assez haute dans tout ce qui est fonctionnaire et tout ce qui va avec, et aussi chercheurs à l'occasion. Ouais, ok. Tu nous avais dit en fait que tu avais été formé en fait, donc en Nouvelle-Calédonie, vous formez des élites qui Oui. devaient revenir en fait C'est ça. en Nouvelle-Calédonie pour justement faire évoluer la société, travailler en Nouvelle-Calédonie, donc ne pas rester en France métropole. Et là, tu disais en fait que tu as arrêté justement tes classes préparatoires. Si tu as été formé en fait pour ça, comment se fait-il que tu aies arrêté justement? Alors, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, pendant mon année de baccalauréat, où j'ai passé le bac, j'ai fait partie c'est ce qu'on appelle une association de Juvena, enfin c'est le nom de l'association. Et c'était un grand homme, je dirais pas qu'il est politicien, mais très connu, il s'appelle Eli Poagoun. Et cette personne, en fait, a eu à cœur de former, enfin, ou du moins de nous apprendre, en fait, à aller toujours plus loin et de faire de nous, soi-disant, du coup, une élite qui allait aller loin dans leurs études pour revenir plus tard, peu importe le domaine qu'on faisait. Et on faisait donc des études, enfin, tous les soirs, on avait des cours, enfin, on avait des études avec des professeurs qui étaient là pour nous accompagner, c'était des professeurs retraités. Et donc, étant donné qu'ils m'ont aidé à aller jusqu'à la mention, dès lors où je suis arrivée en France et que j'ai été en classe préparatoire, en fait, c'était pas mon choix d'aller en classe préparatoire. Mon proviseur adjoint avait vu mon dossier et il avait remarqué que je pouvais aller plus loin que ce que j'avais envie de faire. De base, je voulais faire un DED-MAD événementiel. C'est quelque chose qui se fait sur un BTS ou une licence assez simple. Et lui m'a poussé à aller plus loin. Je l'ai écouté, je savais pas trop quoi faire. Et c'est en arrivant en prépa que en fait, j'ai remarqué que j'avais les compétences, mais j'avais pas d'objectif. Et c'est ça qui faisait qu'au bout d'un moment, j'ai décroché. D'accord. Donc, pas de compétences. Et non, des compétences, mais pas d'objectifs. C'est ça, exactement. Emmène au décrochage scolaire. Au décrochage scolaire, c'est ça. Ok, d'accord. Et comment tu l'as vécu, justement, ce décrochage scolaire? Parce que le fait de se dire, j'étais parmi les élites, je travaillais bien, j'arrive quelque part et ça passe pas. Ouais. C'est vrai que quand on passe du bac avec des notes super élevées et d'un coup tu arrives en prépa avec des notes très basses, ça m'a fait un choc parce que je me basais comme la plupart des étudiants qui sortent du lycée. Je basais en quelque sorte ma valeur, ce que je valais dans la société, sur ces notes-là. Et donc quand j'ai vu en prépa que voilà, je suis passée par ces périodes de frustration, en arrêtant justement cette période-là, ça m'a permis de comprendre que ma valeur ne venait pas de ces notes et que c'est un système qui est mis en place et qui, je trouve, est pas des plus pédagogiques finalement, parce qu'on oublie ce pourquoi on est là. On est là pour apprendre, certes pour nous dépasser nos limites, mais
très souvent, on tourne autour de la note et je suis contente d'être passée par là. Ça m'a un peu déconstruit ce faux raisonnement. Ouais. Et voilà. Ouais, je comprends. C'est vrai que, bon, après, je me dis c'est normal aussi qu'on tourne autour de la note, vu comment les professeurs aussi mettent l'accent beaucoup sur les notes. Donc, c'est un peu... quand tu es au lycée, moi, je sais que quand j'étais au lycée, les notes étaient tellement importantes que tu te définissais finalement par une rapport note. à ça, c'est ça. Et même tes camarades te regardaient par rapport à une note, en fait. C'est ça. Donc, c'est dommage. Mais il faut bien passer par des expériences comme celles que tu as vécues pour prendre conscience que ta valeur est beaucoup plus que juste des notes, en fait. C'est ça. Donc, exactement. ouais, c'est un bon témoignage, je trouve. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, justement, de retourner et de rebondir, en fait? Alors, après la prépa, c'est ça? Oui, après ton année sabbatique, justement. Déjà, dès lors où je suis passée, où je suis retournée quand j'ai fait cette année sabbatique, ça a déconstruit un peu tous ces raisonnements très scolaires au final. Et j'ai compris qu'au final, il fallait développer aussi les autres compétences, parce qu'il n'y a pas que le savoir, il y a aussi le savoir-faire, il y a le savoir-être. Et c'est des choses qui étaient vraiment intéressantes. Donc, je ne savais pas quoi faire. Il fallait simplement que je me pose. Il fallait aussi que je sache vers où aller, parce que quand on a un bateau qui sait naviguer, c'est bien, mais quand on ne sait pas où aller, c'est encore moins bien. C'est vrai. Et il fallait que je trouve l'horizon. Il fallait que je trouve mon objectif. Et donc, je travaillais en CDD à droite à gauche. Je faisais ma formation en décoratrice d'intérieur. Je voulais pas lâcher les études. Et c'est par justement cette formation de décoration que j'ai fait un stage. Je suis quelqu'un de très curieuse, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous développer, de la curiosité. Et c'est ce qui m'a amené de fil en aiguille à comprendre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Et c'est comme ça que j'ai rebondi au final. C'est parce que je me suis pas arrêtée. Et j'ai juste continué à expérimenter, peu importe là où je me trouvais, ça n'avait rien à voir avec le design ou avec l'art. Et de fil en aiguille, je continuais à marcher et je me rapprochais de plus en plus vers mon domaine, puisque je montais en grade dans mes compétences et savoir-faire et savoir-être. Et c'est ainsi que j'ai eu un jour l'envie de repartir en France, parce que c'est là où je pourrais plus trouver l'occasion de faire ces études-là. Et en arrivant ici, c'est comme ça que j'ai eu cet objectif et que j'y suis arrivée petit à petit. Ouais. Et donc, tu reprends tes études. Ça n'a pas été facile de reprendre justement les études parce que je me dis quand tu es en décrochage et que tu commences à faire des petits boulots, tu commences à toucher de l'argent, ça peut, et que l'école justement ne t'a pas réussi, tu peux te dire je reprends plus. Ou ça va être très difficile de reprendre. Est-ce que je vais pouvoir m'adapter en fait à cette reprise? Ça a été énormément des dialogues que j'ai eus avec des collègues, puisque j'étais très souvent avec des jeunes aussi. Et c'est vrai que le piège, en fait, c'est de se mettre en CDI, ou de commencer à vouloir faire sa vie d'adulte, ou de se mettre en autonomie. Mais j'ai compris qu'en fait, faut pas se calquer à ce que la société vit, et que aujourd'hui j'ai rencontré même des personnes à 32 ans qui se réorientent encore. J'ai eu l'occasion de travailler à Pôle emploi et c'est ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde du marché et qui m'a permis de comprendre que en fait, il faut continuer vers l'objectif que tu veux. Tant que j'avais pas ce que je voulais, tant que je n'étais pas satisfaite du travail que je voulais faire, je me mettais simplement en CDD et à côté, je n'lâchais pas les études. Et bien évidemment, après avoir lutté maintes et maintes fois, c'est comme ça qu'en arrivant du coup en école, ça m'a au contraire fait du bien parce que c'est pas du tout le même rythme. C'est vrai, la mentalité des plus jeunes, c'est quelque chose, ça demande de la patience, mais au-delà de ça, ça fait vraiment du bien d'apprendre tous les jours. Tu fais pas tout le temps des choses répétitives comme dans le monde du travail. Au contraire, tu apprends encore et ça j'aime beaucoup. Ok. Et en gros, là, tu parles d'apprendre et tout. Je suppose qu'il y a des jeunes aussi qui veulent apprendre de ton expérience. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est dans une période de décrochage aussi, quel conseil tu lui donnerais? Alors, comme je le disais récemment, en fait, la meilleure chose à faire, que je disais aussi quand j'étais en service civique à Pôle emploi, c'était de rester en mouvement. Il ne faut pas rester statique, il ne faut pas procrastiner encore moins.
Parce que parfois, on peut se laisser aller par le poids de notre fardeau, en fait. Mais il faut pas lâcher. Vraiment, le fait de continuer à être en mouvement, d'être curieux, ta journée, tu l'investis en allant te balader et en te posant des questions. C'est quoi ça? C'est quoi le métier? En posant des questions aux gens autour de toi, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, ça t'enrichit et en même temps, ça te guide. Ça t'enrichit et ça te guide. Et le mouvement, j'ai regardé un film, on disait le mouvement, c'est la vie. Ah, bah oui. C'est un très grand concept aussi en art, d'ailleurs. Donc, quand tu le dis, ça fait Ça vraiment te écho, en fait, aussi. Et là, en fait, tu as donné un conseil à quelqu'un qui est dans une situation de décrochage. Mais la question, en fait, qui me vient là maintenant, c'est peut-être que si tu avais discuté mieux avec ton professeur et tout, qui t'a donné des conseils, et que tu savais à quoi t'attendre en classe préparatoire, est-ce que tu n'allais pas éviter justement la case décrochage scolaire? C'est vrai que peut-être aussi, peut-être que mon proviseur adjoint n'avait pas bien estimé ma capacité à vraiment m'y prendre à l'avance. J'avais 17 ans, j'ai suivi parce que je voulais être juste aller au maximum de mes compétences, mais je ne savais pas trop vers où aller. Et du coup, oui, c'est vrai que pendant un moment, j'en ai voulu à ce proviseur adjoint parce que j'estimais qu'il n'a pas fait assez son travail. Même il a énormément influencé mes choix. Mais je ne regrette pas parce que dans tous les cas, je pense que c'est pas facile de savoir à 17 ans ce qu'on veut et que c'est un peu leur rôle aussi de plus ou moins nous informer, nous guider. Certains le font, certains le font pas. Mais ça reste des expériences par lesquelles passer. Parce que dans tous les cas, si j'avais pas fait la prépa, ça m'aurait pas amené à là où j'en suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de mal pour bien, c'était l'expérience qu'il fallait faire. Et quel conseil finalement tu peux donner à un professeur justement pour s'adresser à un étudiant par rapport à l'orientation? Plus donner des questions que des réponses. Okay. Parce que parfois on veut trop répondre. Et alors que ils ont certes des questions, mais sinon on leur donne les bonnes questions, c'est ce qui permet de les orienter. Donner les questions. Waouh. Les bonnes questions. Les bonnes questions surtout. Waouh. Plutôt que les réponses. Oui. Très bon conseil, je trouve. Parce qu'en fait, oui, quand on donne des réponses, déjà on influence l'élève. Mais quand on donne des questions, ça fait que l'élève, en allant chercher la réponse, il sait finalement ce qui est bien pour lui ou ce qui n'est pas en fait. C'est ça. Chercher son autonomie à l'autonomiser. L'autonomisation. Waouh. Très bon conseil. Donc, on va continuer encore. Je vais rentrer vraiment dans le vif de ton métier. C'est important aussi. Oui, c'est la base. Voilà. Et du coup, tu vas nous parler un peu de ton métier qui est... Aujourd'hui, tu es étudiante en architecture. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire avant? Tu voulais être architecte ou à quel moment, en fait, ça t'a attiré? Ça t'a attiré plutôt? C'est vrai que quand j'étais en bac STD2A, j'aimais bien pratiquer, parce qu'on a touché un peu à toutes les formes de design. Il y avait le textile, tout ce qui est stylisme. Il y avait la communication graphique, tous ceux qui sont dans la com, qui te font des affiches. Il y avait aussi donc le design d'espace. C'était vraiment quelque chose qui m'avait plu. Et mes professeurs me parlaient énormément d'architecture, mais j'avais un peu cette appréhension que l'architecture, c'est très mathématique, c'est très structure, Donc, je te comprends, moi. Je voulais pas ça, en fait. Oui. Je me dis, non, moi, je veux de l'art. Je suis plutôt basée sur quelque chose de plus poétique. Et en continuant dans mon chemin, donc là, j'ai fait la décoration d'intérieur. J'ai fait ce stage en architecture et en toute honnêteté, quand j'y suis allée, c'était en fait, par curiosité. Mais dans ma tête, c'était clair et net, je ne ferais pas d'architecture. Et quand je suis arrivée, cet architecte avait prévenu ses collègues, elle a fait bon, on a 1 semaine pour convaincre Desideria de faire architecte plus tard. Moi, je leur ai dit bon courage et ils m'ont convaincu. Donc du coup, voilà, je suis allée, j'ai vu leur mission, ça va détruire toutes les faux semblants les faux raisonnements que je pouvais avoir justement. Et de là, j'ai voulu faire architecte parce que j'ai aimé leur mission en fait. C'était tellement intéressant. Ils restaient pas que dans leur bureau. Ils allaient sur les chantiers vérifier, ils dessinaient, ils créaient. En fait, c'était en lien avec ce que je faisais. Ok, donc tu t'es laissé convaincre. Oui, complètement. Je me suis beaucoup identifiée aussi derrière. C'était pas par influence là, c'était vraiment parce que je m'identifiais dedans.
Ok. Et aujourd'hui, en fait, tu es à l'ENSA, justement, qui est l'École nationale supérieure d'architecture à Marseille, en C'est fait. ça. Et c'est une très, très bonne école d'architecture. Oui. Et comment tu es arrivé, en fait, dans cette école-là? Comment était ton admission? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y entrer, en fait? Cette école-là, c'était pas mon école c'était pas l'école que je visais de base. Parce que je cherchais plus à rester sur Toulouse. J'étais revenue en France, mais sur Toulouse. Ok. Et j'avais aussi visé Strasbourg. J'avais regardé plutôt les écoles du Nord. Et après, bien évidemment, j'ai visé celles qui étaient sur les côtes. Étant ilienne, je voulais être près de la mer. Donc, Des choix très précis. oui, parce que quand on fait des études qui sont difficiles, si t'as envie de te détendre, t'as la mer qui est à côté. C'était pratique pour moi. Et du coup, quand j'ai commencé à postuler, j'avais vu que l'école d'ENSA de Marseille avait un taux d'admissibilité beaucoup plus élevé. Enfin, ou du moins légèrement plus élevé. Et je voulais absolument être en école d'architecture. Alors j'ai déposé ma candidature là-bas, mais vraiment à la dernière minute et de façon un peu, je laisse ça là, je sème, mais je ne regarde pas. Et c'est cette semence qui a poussé. Donc j'ai été prise dans un premier temps, pour faire un entretien. Parce que d'abord, ils sélectionnent les dossiers et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs d'avoir des bonnes notes au bac. Et ensuite, par rapport à ces notes, par rapport à ce dossier qui est sélectionné, ils te font passer un entretien pour connaître ta personnalité, voir comment tu es. Et ainsi, ça m'a permis enfin, j'ai été sélectionnée et de là, j'ai pu être en école d'archi de l'ENSAM, donc de Marseille. Et c'est ainsi que j'ai découvert que cette école avait plus de polyvalence que d'autres. On fait plus de choses, on touche un peu à d'autres métiers, enfin, ou du moins d'autres domaines. Par exemple, la photographie, on en fait aussi. On touche aussi un peu, on manipule beaucoup en tout cas, d'autres choses que l'architecture. Ouais, ok. Donc tu rentres à l'ENSA de Marseille, tu découvres que finalement c'était pas si mauvais comme choix en fait. Ah oui, mais pour moi, voilà, j'estime que ça a été guidé en fait. Je pensais que c'était le mieux par-ci ou par-là, mais concrètement, l'ENSA, je pense que je ne me verrai pas ailleurs. C'est Marseille, j'aime beaucoup cette ville, tout me correspond. Et pendant ton entretien justement pour l'ENSA, est-ce que ça n'a pas été un problème le fait que tu aies peut-être fait une année sabbatique et tout? Ok. Alors c'est vrai que les écoles d'architecture, on croit que c'est très sélectif. Enfin si, ça l'est, mais ils sélectionnent en fonction de ta personnalité. Ce qui est le plus grand conseil que je pourrais donner à ceux qui voudraient entrer en école d'architecture, c'est d'être le plus soi-même. Parce que eux, ils vont regarder d'où tu viens, ton parcours, ta façon de rebondir, ta capacité, tes compétences, savoir-être, savoir-faire. Et ils vont voir aussi ta culture, d'où tu viens. Je pense que ce qui m'a aidé, ça a été justement de venir de Nouvelle-Calédonie, d'avoir fait le monde du travail, donc avoir acquéri une forme de maturité et de revenir malgré tout. Et ça, au contraire, ça a joué en ma faveur. Parce que selon ce que j'ai fait justement en école d'archi, avant ça, pendant mon année sabbatique, ça a été aussi des éléments déclencheurs. C'est pour ça que c'est important, quand on fait une année sabbatique, de quand même rester proche du domaine qu'on aime, parce que c'est des très bons arguments. On croit que c'est au contraire des arguments qui dévalorisent, alors qu'au contraire, c'est de très bons arguments. Ok. Donc quand on fait une année sabbatique, faut pas rester juste en ne faisant rien. Mouvement, en fait. on a dit. Ok, donc être en mouvement pendant ton année sabbatique. C'est ça, exactement. Ok. Et là, depuis un moment, on parle d'architecture, mais on l'a pas défini. Ah mince, donc, ouais. Qu'est-ce que l'architecture? Oui, donc l'architecture, j'ai posé la question à mon professeur et j'avoue que c'est une très bonne réponse. L'architecture, c'est donc concrètement, c'est le domaine de l'espace, c'est le domaine de la construction de logements, mais pas que. Et ça va toucher à trois fonctions, enfin à trois domaines. Premièrement, ça va être tout ce qui est en lien avec le contexte, ça peut être tout ce qui est social, dans quoi il va s'inscrire, tout ce qui est patrimonial. Deuxièmement, c'est la fonction qu'elle va exercer, pour quel usager, à quoi elle va servir. Et troisièmement, ça va être la forme, l'aspect esthétique. Donc c'est pas un truc en surface, c'est vraiment l'aspect esthétique, c'est vraiment quelque chose qui va faire que, de par sa forme, ça va aider, enfin du moins ça va impacter la vie des gens, puisque ça, au final on se rend pas compte à quel point l'espace impacte énormément
les usagers. Et c'est ça un architecte. C'est vraiment avec ces 3 domaines-là qui va construire des bâtiments ou pas que. Il va aménager en fait. Il manipule l'espace. Et c'est ça son rôle. Ok. Et pour toi, donc là c'est la définition que tu as demandé justement à tes professeurs, mais pour toi, si tu devais donner une définition personnelle à un architecte, ce serait quoi? Bon, je pense que, comme je viens de le dire, c'est manipuler l'espace. On manipule l'espace, on arrange, on ajoute ou on enlève. On manipule l'espace. Donc c'est un manipulateur. C'est un manipulateur, mais il manipule pas les gens, je précise. Ah, ok. Est-ce que quand tu manipules l'espace, tu manipules pas indirectement les gens? Et justement, en soi, c'est un énorme impact. C'est aussi ce pourquoi je voulais faire ce métier, parce que j'ai remarqué que je me rendais pas autant compte qu'on impactait fortement les gens qui y vivent. Et derrière, on les conduit de par les parcours qu'on crée quand on dessine. On les fait sentir bien, ou on peut même les faire sentir à l'étroit. Ça dépend de... En fait, c'est pas de la manipulation, je dirais, mais c'est réfléchi, du moins. C'est toutes ces réflexions-là, ces analyses qui vont permettre de comprendre l'usager dans son espace. Ok. Et c'est quoi la priorité de l'architecte? C'est de se mettre au service des autres. Oh. Ouais, j'étais très étonnée quand j'ai su ça, mais c'est clairement ça. On doit se mettre au service des autres. Mais finalement, est-ce que c'est pas la priorité de tous les métiers? Je pense pas. Pas au commerce. J'ai fait du commerce et non. Ah ouais. Ah ouais, l'e-commerce, c'est la Je priorité, suis pas sûre. Ah ouais, ok. Donc la priorité de l'architecte, c'est de se mettre au service des autres. C'est ça. Ok. Et est-ce que tous les architectes, ils savent dessiner? Alors, non. Mais ce n'est pas obligé. Après, malheureusement, c'est dommage. Parce qu'on nous l'apprend. Parce qu'il faut qu'on sache, en fait, communiquer nos idées. Et si on ne sait pas le communiquer, c'est qu'on est un mauvais architecte. Un architecte se doit de savoir le faire, que ce soit de façon numérique. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup savent le faire numériquement, mais si ça bug l'ordinateur, ils ne savent plus le faire de façon manuelle. Mais oui, il doit apprendre au moins, pas à dessiner comme Léonard de Vinci, mais à faire des plans pour qu'ils soient très clairs dans ce qu'il veut, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il communique. Ben avant qu'on continue, excuse-moi, je fais une petite pub. En fait, tu verras. Je sais pas si tu connais, mais tu verras. Donc, aujourd'hui, on n'a pas mis une tasse Eureka. Donc ça, c'est le logo de Eureka. On a mis une deuxième tasse qui est Fotizo on AI, en fait. C'est pour vous encourager à aller sur la chaîne Fotizo on AI, qui a pour objectif, en fait, de rendre l'intelligence artificielle accessible et compréhensible à tous. Donc, c'est un peu ça, en fait, l'idée, en fait, de Fotizo on AI. Donc, rendez-vous sur Fotizo on AI, abonnez-vous et vous verrez pour la prochaine vidéo, la vidéo qui sort bientôt, en fait, vous verrez, en fait, des concepts exceptionnels sur l'intelligence artificielle. Vous comprendrez, en fait, ce que c'est et pourquoi ça a été créé, comment ça marche. Tout ça sur Fotizo on AI. Bon, c'était la petite pub. Je suis pas très habituée à faire des pubs, en fait. D'habitude, c'est Loredana qui fait les pubs. C'est grave intéressant. Moi, je sais pas faire des pubs. Mais bon, voilà. Donc, c'est une chaîne, en fait, qui a été créée justement avec Eureka. Donc, l'objectif, c'est l'IA. Donc, on parle d'IA là-bas. Et on présente ça de manière plus simple pour tout le monde. Voilà. Oh, wow. Voilà. L'IA, où ça, du coup? Donc, c'est Accessible and Understandable AI. Donc, l'intelligence artificielle accessible et compréhensible. Ok, d'accord. Pour tous. Ok, d'où la traduction. C'est ça. Ah, c'est grave intéressant. Voilà. C'est super intéressant. Voilà. Donc, on va revenir juste sur notre interview pour pas trop s'écarter, en fait, oui. Parce que quand je commence à parler d'IA, c'est un peu compliqué, là. Je risque de t'expliquer. Ah, moi, franchement, je serais vraiment à l'écoute. J'aime beaucoup. Bon, on fera ça en off. Ok, ça marche. Voilà. Donc, pour revenir, en fait, on était sur la question, justement, de est-ce que les architectes savaient dessiner? Tu m'as dit pas tous, mais ils devraient. Et sinon, qu'est-ce qu'on enseigne, en fait, à l'école d'architecture? Alors, dans la première année, on va nous enseigner justement les méthodes anciennes. On va nous apprendre à dessiner, à ce que on sache faire des plans, des coupes directement à la main, et aussi à concevoir directement par le dessin. Parce que très souvent, on va choisir la facilité, on va dessiner sur les tablettes, ça fait des traits plus droits, ou dessiner sur l'ordinateur dans des logiciels CAO c'est des logiciels SketchUp qui
qui crée tout ça. Mais concrètement, ce que veut nous apprendre l'architecte, enfin du moins l'architecture, c'est la main, c'est la continuité de ton cerveau. Et quand tu dessines, en fait, tu es directement connecté à ton cerveau. Donc c'est ça l'avantage de le faire directement à la main. J'ai fait l'erreur récemment de faire directement par l'ordinateur. Et c'est vrai que j'ai pris plus de temps à concevoir, tandis qu'à la main, c'était plus rapide, plus direct, plus spontané. J'aime ce que tu dis par rapport au fait que la main, c'est la continuité du cerveau. Parce qu'il y a un exercice que moi je fais souvent, mais je sais pas pourquoi je le fais, peut-être que c'est parce que j'ai appris à faire ainsi. C'est que quand je dois programmer en informatique, j'aime bien en fait déjà juste prendre un papier et dessiner en fait les étapes de ce que je veux faire. C'est ça. C'est comme si ça me permet de mieux savoir comment programmer en fait. Oui. En fait, justement, tu l'as bien dit, quand tu vas dessiner avec ta main, tu vas avoir le processus qui se crée et qui, tout doucement, en fait, ça sort, toutes tes idées vont venir sortir directement par ta main. Et quand tu vas dessiner, en fait, tu vas enlever ces idées qui vont en créer une autre. Enfin, de façon plus claire, parce que c'était un peu, un peu flou tout ça. En fait, tu vides ton cerveau. Et ce qui permet d'avoir sur papier, et là, tu peux réfléchir sur ton idée déjà. Et au fur et à mesure, elle prend de plus en plus de précision, de détails, et devient de plus en plus claire. Ok, donc c'est ce qu'on vous apprend aussi là-bas. C'est ça, exactement. Wow. Très intéressant. Oui. Bon, peut-être que je vais me reconvertir à cet âge-là. Tu sais que t'es la bienvenue, hein. Nous, on aurait besoin de l'IA. C'est ça. Pourquoi pas, hein. Sinon, en fait, on sait que l'ingénieur de bâtiment est très lié à l'architecte. Oui. Mais c'est quoi la différence concrètement? Ok. L'ingénieur, il est très pragmatique. Il va chercher vraiment à faire tenir la structure le plus simple possible, de façon écologique, certes, mais lui ne sait pas manipuler l'espace comme un architecte. Il va pas justement avoir l'aspect patrimonial. Il va ni avoir l'aspect forme, il n'aura que l'aspect fonctionnel. Alors que l'architecte, il aura ces deux autres domaines en plus. Et c'est ça l'intérêt d'avoir l'architecte. D'ailleurs, c'est ce pourquoi c'est lui qui dirige et qui décide de comment va être le projet, puisque c'est lui qui a tous les domaines. Il maîtrise tous ces domaines-là. Pas en précision comme le ferait l'ingénieur, mais il maîtrise de façon nécessaire tous les domaines, de sorte à pouvoir les diriger et donc guider le projet. Donc là, tu as parlé du métier d'ingénieur et la différence entre l'ingénieur et l'architecte. Mais les constructions, ça date de très longtemps en fait. Même je me rappelle, tu sais, dans la Bible, parfois c'est écrit qu'en Égypte, ils construisaient des pyramides et tout ça. Donc, est-ce que en ce temps-là, il y avait l'architecture? Et est-ce que le métier d'architecte, en fait, il est vieux ou c'est un nouveau métier? Alors, là, on va revenir sur mes cours de début d'année. L'architecte qui était à l'époque, on appelait l'architectone, c'était un charpentier, en fait. Et je pense que dans l'époque avant Jésus-Christ, il y avait justement des architectes, mais qui étaient du coup des charpentiers aussi à la fois. De fil en aiguille, le métier a évolué et s'est séparé en fait du chantier, puisque l'architectone, concrètement, ce qu'il faisait, c'était être le chef de chantier. Après, en évoluant, il a commencé, en fait, il y a eu les années-lumière, et c'est là où on est rentré un peu dans la séparation entre la théorie et la pratique. Et c'est comme ça que il y a eu cette séparation aussi entre l'architecte et les ouvriers. Et de fil en aiguille, l'architecte s'est retrouvé tout doucement à être isolé dans son coin pour réfléchir, penser et concevoir, tandis que les ouvriers étaient là pour justement mettre en œuvre l'architecture. Ok, et tu trouves ça bien comme ça ou c'est mieux la fusion? Alors, je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Certes, il est bien de pouvoir garder des contacts avec un chef de chantier, avec tous les ouvriers qui sont sur le chantier, puisque on est appelé à travailler en équipe. Mais il est vrai qu'il est bien aussi de se retirer pour pouvoir mieux penser la chose. Et il y a des temps où il y a un temps pour tout. Et il y a des temps où justement c'est nécessaire de devoir être posé, de pouvoir bien réfléchir pour concevoir. Et c'est en jonglant avec les deux que tout doucement tu construis en fait ton projet. Ok. Voilà. Ok, c'est compréhensible. Donc tout à l'heure tu as parlé en fait de l'architecture d'espace.
Oui, c'est ça. C'est la même chose, l'architecture et l'espace. L'espace, voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus d'appartements et les maisons sont faites, en fait, de telle sorte qu'il y ait moins d'espace. Donc, il y a de moins en moins d'espace, en fait, dans les maisons, par exemple, des caves, des pôles de rangement et tout ça. Donc, pourquoi, en fait? Alors, je pense que ça serait plus la partie immobilier. C'est vrai que c'est un peu un paradoxe parce que nous, on va créer pour rendre l'usager plutôt qu'il soit à l'aise, qu'il soit agréable. Et l'immobilier, enfin, ou du moins celui qui s'occupe de faire, de mettre un prix en fait sur le loyer, sur le logement, lui, au contraire, va chercher à diviser les parts pour gagner plus d'argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce genre malheureusement de concept ou de situation, parce que c'est l'aspect financier qui joue derrière. Et c'est malheureux parce que c'était pas la base de la construction de ce bâtiment. Après, là, j'évoque en fonction de peu de connaissances que j'ai en tant qu'étudiante, mais je pense qu'en évoluant, je comprendrai un peu mieux toute cette ambiguïté qu'il y a aussi au travers de ces métiers, ces corps de métier. Mais voilà, nous, là, en tant qu'architecte, on se doit quand même d'être raisonnable. Il y a des minimums syndicaux à avoir. Hein. On va pas enfermer dans une boîte les gens. Et on l'a bien vu aussi avec les HLM que c'était pas l'idéal de faire des cages à lapins. Donc voilà, ça c'est aussi l'ergonomie, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie, c'est le bien-être de l'humain. On se doit aussi en fait, ça impacte les relations sociales. Donc, ça vient à justement poser la question, en fait, quel est l'impact justement des maisons mal pensées sur les habitants? L'impact, c'est tous les conflits qu'on peut avoir à l'heure actuelle. En fait, l'espace, l'architecture, ça englobe aussi les territoires. En fait, les termes qu'on utilise va énormément dire sur la position qu'on prend. Quand on parle de territoire, en fait, on va dire ça c'est à moi. Il y a une limite qui sépare entre toi et moi. C'est ce qui crée ces guerres aussi d'ailleurs entre les pays. Quand on va parler d'espace, parce que parfois les voisins ça se passe bien, parfois non, tu vas remarquer que dans certains lieux comme en Amérique, il n'y a pas de barrières. Mais ici en France, tu vois que ça a des barrières. Donc ça me montre un peu, on a des différentes cultures, on a différents rapports sociaux, et c'est ça qu'un architecte se doit de penser, de sorte à... C'est comme ça qu'il va impacter en fait. C'est comme ça qu'il va permettre une cohésion, c'est comme ça qu'il va au contraire conduire un conflit. C'est au travers de la disposition en fait des bâtiments, comment ils sont dans les vis-à-vis, s'ils se chevauchent dessus ou si au contraire ils ont de l'espace. Et c'est toutes ces choses-là en fait. C'est l'aspect du coup contexte. Ouais, ça se voit que tu connais bien ton sujet là. Patrimonial. Je trouve ça passionnant. Ben ouais, je sens que tu es très 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 passionné par le domaine. Bon, de fou. Écoute, un peu comme moi avec l'IA. Donc, si on revenait en fait sur... parce que là, on a parlé d'architecture en termes d'espace et tout ça, mais si on parle d'architecture d'intérieur, on voit aussi que de plus en plus dans les civilisations occidentales, on a de moins en moins de couleurs. Par exemple, là, j'ai quelques dates. On dit en 1952, 3 voitures sur 4 étaient rouges, vertes, bleues. Mais en 2022, 3 voitures sur 4 sont blanches, grises, noires. Ça, c'est un vrai débat, en fait. J'ai posé cette même question à ma prof il y a pas longtemps. Là, je vais dire ma réponse, hein, parce que elle avait la sienne. Moi, je pense que les couleurs vives stimulent énormément. Et parfois, dans des endroits, on a besoin d'être dans un endroit neutre. Parce que nos yeux, la couleur a un impact aussi dans notre façon de se comporter, dans notre attitude, selon moi. Hein. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a perdu de sa couleur. Peut-être qu'il y a aussi des fois des aspects esthétiques ou des aspects économiques. Mais c'est un vrai débat. Il y a beaucoup, je pense, de choses à dire dessus. Mais moi, ça serait plus mon argument à moi. Ouais. Parce que je sais que, par exemple, je prends les cas des voitures. Bon, ça n'a rien à voir avec l'architecture, mais pour les voitures, on sait que les couleurs vives sont plus chères. Ah, ça, je savais pas. Ouais. Par exemple, le rouge, ce sont des couleurs qui sont plus chères que juste le noir. Des couleurs classiques, en fait, ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, parce que les rouges, si c'est pas surtout des rouges très vifs et tout, c'est des couleurs qui sont pas tendancielles. Et donc, c'est pas produit en grande quantité. Et donc, c'est
beaucoup plus cher, par exemple. Par Ok. contre, si tu prends un noir classique ou un blanc classique, Ok. c'est plus facile à trouver, on le trouve n'importe où, n'importe comment et tout ça. Donc peut-être dans la peinture aussi, l'intérieur des maisons. Je ne saurais pas tout. pour ça. Mais je me dis en Nouvelle-Calédonie quand même, il y a beaucoup de couleurs. Oui, ça va, on a gardé quand même. En fait, on n'est pas aussi développé que la France et c'est clairement une richesse parce que on n'a pas aussi les inconvénients qui vont avec et ça nous permet de continuer à profiter de ce temps-là qui était bien le fameux temps d'avant. Et donc oui, il y a de la couleur qui est là, il y a énormément de 4x4, ça c'est un truc de chez nous. Mais oui, il y a quand même de la couleur. Ok. Et quels sont les aspects du métier d'architecture qui te passionnent? Parce que là, on a parlé d'architecture d'intérieur, mais il y a d'autres aspects encore qui te passionnent. Je pense que j'ai un peu tout cité. J'imagine que c'est vraiment... Ce qui me passionne le plus, c'est vraiment la culture. Par exemple, j'aimerais énormément aller en Afrique pour découvrir leur façon de construire. Je trouve qu'aujourd'hui, on revient beaucoup à l'ancien. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, ce qui est ancestral est finalement plus durable. J'ai l'impression que le contemporain qui va utiliser des choses un peu moins durables et beaucoup plus consommables, quoi, en fait. Tu sais que tu emboîtes à chaque fois le pas sur les prochaines questions. Ah ouais? Ouais, c'est incroyable en fait. Sérieux? Parce que c'était justement comment tu perçois l'évolution du métier d'architecture du point de vue écologique, technologique, Et je les avais pas social. lues en plus, ces questions-là. Tu vois, donc c'est genre, tu emboîtes à chaque fois le pas sur Mais les non, questions. sérieux? Ah Et du ouais. coup, comment tu vois justement l'évolution? J'ai fait en fait à un moment donné j'avais fait une présentation sur le béton brut parce que c'est clairement ce qui est le plus utilisé, c'est le plus économe et on a remarqué que aujourd'hui on est presque le sable commence à devenir une ressource épuisable et c'est très grave parce que le sable est quand même une ressource extrêmement importante et d'ailleurs le plus abondante de la planète. Et donc, ça fait réfléchir par rapport aux ressources locaux. Et c'est pour ça que je tends aussi à connaître les savoir-faire vernaculaires pour justement participer à l'écologie. En tant qu'architecte, on est aussi appelé à être des réparateurs. Ok. Pas des réparateurs de prêche, mais des réparateurs. On se doit de soigner la nature. On participe en fait au bon système de ce que la planète nous offre. On participe. C'est très beau. C'est ça. De participer. Donc, vous avez des plans écologiques, en fait, quand vous mettez en place des constructions. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des filiales. Et c'est ce qui nous permet... Aujourd'hui, à l'époque, ils apprenaient pas ça. Maintenant, on est dans un nouveau programme où on n'a plus le choix. Il faut que nous répéter que là, on est quand même dans une urgence. On se doit maintenant de penser à l'après de ce bâtiment et à comprendre et à penser à comment il va finir. Pourquoi pas même le décomposer, pourquoi pas le réutiliser. Et ça, c'est des aspects importants maintenant qu'on prend en compte. Ok. Mais est-ce que finalement les habitants d'une maison, en fait, ont un impact sur l'architecture qui a été pensée? Oui, effectivement. En fait, aujourd'hui, on a perdu cette culture d'entretenir notre maison, mais pas seulement dans le ménage où on doit passer le mop par terre et enlever la poussière. Une maison en fait, s'entretient aussi dans, par exemple, l'armurerie, pas l'armurerie, pardon, je voulais dire les joints ou l'acier de ta maison, il y a une forme d'entretien à continuer dessus. Par exemple, les maisons qui sont pas faites de béton, par exemple celles qui sont en briques, il y a aussi un entretien derrière, il y a le bois aussi sur lequel on doit passer certains produits pour que ça puisse tenir. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui se sont perdues dans le temps. Et que justement, nous, en tant qu'habitants, on se doit d'entretenir. Mais est-ce que c'est pas parce que les habitants ne sont pas formés justement pour ça? Alors à ce moment-là, c'est parce que culturellement parlant, ça s'est perdu. Et parce qu'il y a eu une déconnexion aussi entre l'homme et la nature. Dès lors où on a créé la ville et qu'on a isolé l'homme de son état de base naturel, on l'a déconnecté. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à reconnaître un oiseau. Ils entendent que les bruits des voitures ou les bruits des pièces qui tombent par terre. Ça, c'est une métaphore, mais
C'est une belle métaphore parce que quand j'entends le bruit des oiseaux, je me dis waouh, il y a des oiseaux. Oui, c'est ça. Moi, mon père qui a grandi en campagne, il saurait te dire si on est en été, en hiver, grâce aux fleurs qui poussent ou aux fruits qui donnent ou les oiseaux qui arrivent ou qui partent. Ça, c'est un truc qui a été coupé justement. Et ça crée cette déconnexion-là. Wow. Ok, ben, merci pour tous Avec ces plaisir. détails sur l'architecture et tout. Et tu te souviens, au départ, on a parlé du fait que tu avais été formée pour retourner justement en Nouvelle-Calédonie au départ. Donc la question, je sais pas s'il y a du suspense ou pas, c'est est-ce que tu vas retourner après tes études? Alors, selon ma foi chrétienne, je sais pas, parce que j'ai une conviction de suivre là où justement où on me guidera. Ok. Où on me guidera, mais c'est vrai que j'ai à cœur de retourner en Nouvelle-Calédonie parce que mon but était de participer à la culture calédonienne, à venir ajouter ma pierre à l'édifice et mettre en valeur la culture kanak, puisqu'il y a une énorme histoire au travers de l'indépendance, de l'identité kanak qui s'est perdue. Et moi, je veux participer à la valoriser, justement. Ok. Et la dernière question que je vais te poser avant d'arriver sur la partie introspective, en fait, c'est quelle est la réalité de l'offre et de la demande, en fait, en architecture? Alors, je sais qu'au niveau de l'offre et la demande, alors un architecte, déjà, quand il sort des études, il faut savoir qu'il y a l'architecte qui a fait son master et l'architecte qui a fait un master plus une année pour être à son compte. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait 5 ans d'études que tu es architecte. Tu es architecte à partir du moment où tu as continué à t'enrichir de savoir, etc. Et de là, au niveau de l'offre et la demande, concrètement, un architecte se doit de passer par des entreprises pour continuer à être formé parce qu'il y a une grosse différence entre architecte et architecture. Ok. On apprend l'architecture, mais on ne nous apprend pas à être architecte. Donc là, on repart à nouveau à zéro pour apprendre le métier d'architecte. Okay. Et donc, l'offre et la demande, je pense qu'il y a quand même pas mal d'agences disponibles. Mais il faut comprendre que, voilà, on repart à zéro. On va pas comme ça directement être architecte. Ok. Ok, donc il y a pas mal d'offres disponibles. Est-ce que c'est pas un métier qui est saturé? Je pense que non, au contraire, on en a besoin. Je sais qu'en début d'année, dans la conférence, elle disait qu'il y avait un besoin accru d'architectes. Donc, au contraire, si des personnes veulent en faire, ben, venez, soyez motivés et foncez. Ben, parfait. Et c'est pour ça qu'il y a des questions introspectives. D'accord. Et pour ça, je vais te demander de regarder cette caméra. Et tu vas dire à quelqu'un qui veut faire, comme toi, de l'architecture, en fait, qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Quel encouragement que tu peux lui donner? Quel conseil tu peux lui donner, en fait, pour justement être dans l'architecture? D'accord. Ok. Alors déjà, si jamais tu penses qu'au fond de toi, tu n'es pas à la hauteur, c'est typiquement ce que beaucoup pensent. Et l'architecture, ce n'est pas être une élite, c'est être passionné avant tout. Et c'est aussi vouloir se mettre au service de l'autre. Et c'est être passionné c'est très passionnant aussi comme étude. Donc je sais que dans mon parcours, j'ai arrêté, j'ai repris. Donc c'est possible à tous. Il n'y a pas que des étudiants qui sont calés en bac S. Il y a aussi de tout parcours et il suffit juste d'être soi-même authentique et justement c'est ton passé qui fera ta valeur et voilà. Ok, merci beaucoup. Ton passé qui fera ta valeur. Ok, et toujours la même caméra en fait. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans les études d'architecture? Quand tu rentres en école d'architecture, c'est pas comme en médecine. Dès que tu as passé ce cap-là, ils vont tout faire pour te faire réussir. Donc ça, c'est vraiment no society. Le seul truc où tu dois mettre de l'effort, c'est dans ton entretien, d'être le plus authentique possible et confiant. Voilà. Ok, mais écoute, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à la Daisy d'il y a 10 ans? Bah, si je devais parler à la Daisy il y a 10 ans, en arrière, je lui dirais que c'est ok, c'est continue à être toi-même, en fait, enfin surtout sois toi-même et tu vas aimer l'architecture plus tard. Oui. Ça marche aussi en fait, sois toi-même. En tout cas, merci pour Oui. cette interview, mais avant, je sais pas si tu te souviens, on s'est dit quoi? Aïe, 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 Il y a une rubrique jeu. Ah oui, vas-y. Et le jeu, en fait, je vais laisser Loredana te dire ce que c'est, parce que c'est elle qui veut. Vas-y, je t'écoute. Ah, c'est moi qui veux?
Ah ben, c'est toi, tu veux le jeu? Ben, en fait, l'idée du jeu, c'est que tu puisses dessiner quelque chose que moi je te dirai ou que Nice te dira. Oh, purée. Je sais que tu as dit que tu as passé ta journée à faire ça, ta semaine Ma et tout. semaine. Mais bon, petite dernière pour la route. Je vais être sympa, je vais pas te demander de construire des maisons sur la Lune. J'avais voulu, mais on m'a dit non. Ça existe, ça existe. Ok, ben tu as tout Donc, ce qu'il te faut. J'ai une note, attends. Tu m'as dit quoi? Donc, Je veux bien une maison avec piscine, une cabane dans les bois, et puis... Dans l'arbre? Oui, dans l'arbre. et elle doit être en bois, du coup, j'imagine. Oui, et comme j'aime bien le chocolat, je veux bien que tu te débrouilles à me mettre un motif de chocolat, peu importe, la tablette, je sais pas, mais... je sais pas, voilà. Un motif de chocolat? Oui, tu sais, comme les damiers, mais pas un damier, un truc original qui va faire tablette. Ben, moi, je vais faire simple. Faire un motif puzzle. Puzzle, ça va? Oui, vrai, puzzle. c'est plus Ouais, difficile. puzzle. Bon. Enfin, un puzzle, ah oui, dans le style tac, tac, tac. Voilà. Ok. Bah, ça, je vais le mettre dans votre tapis, je vais pas m'embêter. Non, je rigole. Ça va? On va aller dans la caricature, d'accord? Vous m'avez cité des trucs. Je vais faire IA, mais version Daisy. Tu vois, l'IA, quand tu lui dis tous les éléments qu'elle essaye de regrouper, ça fait un truc bizarre. Voilà, je vais faire pareil, ok? Ben, Allez. parfait. C'est parti. C'est Ok, parti. vous me dites top chrono et c'est bon. Donc, 3, 2, 1. Top, c'est Allez, parti. vas-y. Le chrono est lancé. Bon, je vais finalement partir direct en perspective, là, parce que, what? Donc, Attends, tac, 10 tac. minutes. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Donc, ça veut dire que tu vas faire des longueurs dans ta piscine, hein? Ah, c'est vrai. T'as intérêt à faire des longueurs dans ta piscine, sinon on met pas de piscine olympique, hein. Non, je rigole. Tu sais quoi, ton côté carreau chocolat, on va peut-être le mettre là. Allez, tac. Alors là, j'ai ta maison dessinée sans aucun contexte, je tiens à préciser, c'est très important parce que je ne suis pas la plus fière au monde de ce dessin. Tu m'avais dit que tu voulais une piscine à débordement, donc je l'ai fait. Et là, ici, c'est ce que tu peux remarquer, là, en fait, c'est ta terrasse, cette partie qui est là. J'aurais pu la colorier, mais bon, je pense que c'est assez compréhensif. Tu m'avais expliqué que tu voulais aussi une cabane dans les bois. C'est ça. Donc, étant donné qu'on veut une piscine à débordement et à la fois une cabane dans les bois, j'ai estimé qu'il était nécessaire d'incruster, enfin, ou du moins de faire autour d'un arbre que de le mettre en hauteur dans l'arbre. Oui. Parce que ça serait complètement séparé de ta piscine à débordement. C'est pour ça, en fait, que j'ai commencé à partir du tronc. Et de là, en fait, j'ai commencé à composer ton espace, à l'organiser en fonction de ce que tu m'as demandé. Tu m'avais dit que tu voulais une cuisine immense. Oui. Et j'ai fait selon ce qui a été demandé. Je tiens à le préciser, il fait presque la taille de ta piscine olympique, parce que tu m'as demandé une piscine olympique. C'est ça. Voilà. Là, au niveau des dimensions, la façon dont j'ai dessiné, malheureusement, ça n'est pas encore très proportionnel. Mais je suis sur L1, il faut être... Voilà, Et puis, c'est un travail de 10 minutes, ça, là. Oui, aussi, mais normalement, on est censé faire quelque chose de proportionnel en 10 minutes, c'est censé être faisable. Donc la tata cuisine, tu voulais ton plan en marbre, c'est faisable, t'inquiète pas. Non mais dis-toi aussi qu'il va être très aéré et au niveau des points de vue, ça va être très aéré. Donc voilà, là ici, tata cuisine et ton séjour qui a été séparé, très important parce que tu veux pas d'odeur de cuisine dedans. Et là en fait, je suis allée le ramener. Donc au niveau de ta piscine, donc là vraiment, il donne aussi directement sur le panorama qu'offre ta piscine. Et là, ici, il est séparé et en plus, ça crée un cocon très cosy et tout. Okay. Il est juste à côté des escaliers parce que j'ai décidé que tes chambres étaient mieux sur, du coup, sur un duplex, comme tu viens de me dire. Donc, il est au premier étage. Et pareil, j'ai organisé de façon à ce que ce soit plus pratique. Tu m'avais dit que tu voulais 3 salles de bain et 3 chambres. Donc, j'ai essayé de coller au maximum les chambres toujours dans les belvédères et dans les bords, de sorte à ce que ce soit éclairé. C'est important. Eh bien, merci Daisy en tout cas pour cette interview. C'était un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Je ne sais pas si tu as un mot de fin. Si j'ai un mot de fin, ben merci à toi, merci à vous. C'était tout pour moi. Voilà. Ben ça passe aussi en fait.
Ah si, j'ai un mot de fin. Je tiens à vous dire, ne tenez pas en compte les dessins que je viens de faire, surtout si vous êtes architecte, s'il vous plaît. Soyez indulgents avec moi. C'est très important. C'était tout pour moi. Et sa maison, elle sera géniale plus tard. On arrive à la fin de cette interview et ce qu'on peut retenir, c'est que le mouvement, c'est la vie. Donc, même si vous êtes en période sabbatique, en année sabbatique, n'oubliez pas, le mouvement, c'est la vie. Donc, faites quelque chose, ne restez pas oisif. C'est très important, en fait, pour votre futur. Et aussi, on peut retenir dans le parcours de Daisy que l'objectif, avoir un objectif, c'est très important pour avoir le bon chemin à prendre en fait. Donc on se dit à bientôt sur Eureka Talent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche des notifications surtout, à laisser un like si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas, on met toujours les liens en description, donc les liens utiles en fait, notamment le compte LinkedIn de Daisy qui sera aussi en description. Donc toutes les informations que vous chercherez seront en description. Et aussi, si vous voulez participer comme Daisy à cette interview, en fait, vous voulez partager votre parcours aux gens, n'hésitez pas à remplir aussi le formulaire qui est en description. Merci et au revoir.